L'heure des pros, voici donc le sommaire ce matin. Et si la haine de l'argent était la bande-son de la société française, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pascal Bruckner, philosophe, essayiste. Les exemples ne manquent pas. C'est François Hollande qui déclare « Je n'aime pas les riches ». C'est la France insoumise qui semble rejeter l'argent d'une façon générale. Ce sont les chefs d'entreprise qui sont montrés du doigt et que personne ne considère comme des héros. C'est Emmanuel Macron qualifié de président des riches. En France, on déteste l'argent, mais on ne parle que de ça. Ce soir, il y aura 190 millions d'euros à gagner à l'euro-million. Et pour en parler avec nous autour de la table, Isabelle Césari, je rappelle que vous êtes responsable du service des grands gagnants, donc votre discussion doit peut-être vous amuser. Forcément, puisque vous voyez des gens lorsqu'ils sont face à vous, et peut-être comment changent-ils une fois qu'ils ont un petit peu d'argent. Isabelle Saporta est journaliste. Mathilde Panot, députée de la France Insoumise du Val-de-Marne, qui déteste l'argent, en tout cas, qui... Je viens de vous dire deux fois dans l'émission non, mais vous avez un rapport quand même un peu ambigu, oui, mais partagé. Bon, voilà, vous avez dit tout à l'heure. Partagé, bon, bah oui. Non. Partagé. Je pourrais vous répondre que l'argent, il est partagé déjà. Il est partagé. Simplement de manière toujours inégale, forcément, mais il est partagé. Ah bah oui, mais de manière de plus en plus illégale. On a de plus en plus de millionnaires qui sont de plus en plus riches. Donc, mais ça, c'est une question qu'on posera. Est-ce que c'est de plus en plus inégal ou est-ce qu'il y a 2 siècles, il y avait plus d'inégalités? Parce que là, il y a débat là-dessus. Yvan Rioufol, journaliste du Figaro, et Clément Viktorovitch, qui est avec nous chaque matin, et François Miquet-Marty, président de Via Voice, institut spécialisé notamment sur les analyses politiques, économiques et liées aux évolutions de la société. Bah justement, est-ce qu'il y a plus d'inégalités aujourd'hui qu'hier? Oui. Dans le relatif court terme des 10 dernières années, oui. Les 10 Français, les 10% de Français les moins riches ont perdu 10 euros en moyenne de revenus nets, quand les 10% les plus riches ont gagné plus de 300 euros selon les données INSEE au cours des 10 dernières années. Donc les écarts, en effet, se creusent. Ensuite, il y a autre chose qui est quand même très important, c'est que la différence entre l'autre et moi-même devient de plus en plus difficile à vivre. C'est-à-dire, il y a une aspiration à l'égalité qui est de plus en plus forte, et si l'autre m'apparaît un peu plus riche que moi, un peu différent de moi, c'est ce que racontait Tocqueville autrefois, eh bien, j'ai du mal à le supporter. Ça, c'est un peu le cadre général. Ensuite, il y a des particularités françaises. Si on fait le tour de ce plateau et si on demande à chacun de donner son niveau de salaire, ou même son salaire précis, ça crée immédiatement une petite gêne. Bah, on peut essayer. On peut essayer. Vous gagnez combien, Yvan Rioufol? Je ne le dis pas parce que personne ne le dit. Bon. Vous gagnez quoi? C'est quoi vos revenus? Moi, je vous ai déjà expliqué, vous me l'avez demandé, que c'était compliqué contre mes droits d'auteur, machin. C'est comme ça. Donc je ne suis pas capable de vous le dire. Qui serait capable sur le plateau de donner son salaire? Isabelle Césari, vous pourriez le donner? Non. Mathilde Panot, vous pourriez le donner? J'ai une indemnité de parlementaire. Donc... Ah oui, mais là, tout le monde le sait, ça c'est de la triche. Voilà. Non, mais tout le monde sait ce que vous gagnez, vous êtes parlementaire, député. Clément, vous pourriez dire? Je pourrais vous dire ce que je gagnais avant aussi. Voilà. Avant, vous faisiez quoi? J'étais dans l'associatif. Dans l'associatif, donc là, on ne gagne pas beaucoup. Ah bah non, je ne gagnais pas beaucoup. Non. Donc là, on a un tabou. Voilà. 80% des Français disent on ne parle pas de l'argent. C'est la première chose. On ne dit pas son salaire, ce qui est différent. On parle que de ça quand même, mais on ne dit pas son salaire. La deuxième chose, et qui fait quand même une différence, parce qu'on a tendance à penser qu'en France, on n'aime pas l'argent ou on a un problème avec l'argent. On a en réalité un problème avec l'argent des gens qui sont perçus comme prédateurs. C'est-à-dire, on a un problème avec les gens qui disent si je gagne de l'argent, je le garde pour moi. Et je ne donne pas mon argent à ma voisine. Ça pose un problème. C'est-à-dire si c'est de la richesse accumulée, et on a effectivement une très large majorité de Français qui considèrent que c'est pas bien. Et puis il y a une troisième strate dont vous parliez tout à l'heure, qui est l'idée d'oligarchie. C'est autre chose. On se dit, au fond, tous ces gens qui sont très riches se protègent entre eux, se défendent entre eux. Et dans l'idée de Monique Pinson-Charlot et de son livre sur le président des riches, c'est exactement ça qu'elle raconte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui accumulent de l'argent pour eux contre les autres, et en plus de ça, qui se protègent entre eux contre tous les autres. Et donc ça nourrit effectivement un discours politique. Et donc tout ça pour dire qu'il y a 3 strates assez différentes. Ça commence du tabou, ça se poursuit avec l'idée est-ce que vous êtes prédateur ou bienfaiteur, et puis enfin il y a l'idée de l'oligarchie. Est-ce que tout ça remonte à la Révolution française? Tout ça remonte. Alors il y a plusieurs grandes choses. Tout ça remonte, pourrait-on dire, au catholicisme, mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler aujourd'hui. Et comment? Tout ça a été amplifié par la Révolution française et amplifié une fois encore par l'idée républicaine. On se souvient peut-être de Jules Ferry ou de Jules Grévy dans l'idée de la progression républicaine. Ça se fait par l'école, par le savoir, ça ne se fait pas du tout par l'argent. Donc il y a des éléments qui sont très importants. Et pour répondre précisément à votre question, il y a encore un peu d'air révolutionnaire dans notre société d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de très important, à savoir que dans notre société, on serait dominé par quelques-uns
qui sont en situation privilégiée. Et au fond, leur argent est le symbole de leur domination. Ça fonctionne auprès d'une grande partie de la société française. Ce qui est très frappant pour répondre à votre question d'origine, c'est qu'on a là des fondamentaux qui ne datent pas d'hier. Bien sûr, ça varie un peu au cours du temps, mais vous parliez du discours de François Mitterrand en 1971. Oui. Dans les années 30, on avait déjà la critique de l'argent, du mur de l'argent, sous des formes diverses. Cette puissance de la dénonciation de l'argent en France, elle est très forte. Et en même temps, pour terminer peut-être sur tout ça, vous avez raison, lorsqu'on dit aux Français, est-ce que, au fond, devenir riche, c'est quelque chose qui peut se comprendre et que vous aimeriez faire, 72% disent oui. Donc on est dans une totale... Moi, je voudrais connaître les 28% qui disent non, surtout. Dans une totale ambivalence. Ouais. Être riche, c'est pas bien, mais quand même, on aimerait bien le devenir et donc jouer à la française des jeux. Alors, ce qui est intéressant, et on va terminer là-dessus, c'est que vous disiez, bon, ça ne change pas. C'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que l'idée... c'était de considérer qu'on était un peu décomplexé avec l'argent, que Nicolas Sarkozy lui-même avait un rapport avec l'argent différent, que voilà, la société française avait changé, que l'influence du catholicisme peut-être était moindre. Et vous dites pas du tout. Non, ça a très peu changé. Et on le voit encore aujourd'hui. Dès que vous dites, vous pouvez faire l'éloge de quelqu'un qui réussit, y compris professionnellement, un entrepreneur. C'est très bien de créer sa start-up, c'est très bien de progresser, mais le jour où on gagne de l'argent, ça pose un problème. Il y a une différence fondamentale, et je pense que l'arrière-fond religieux, malgré tout, aujourd'hui, structure tout ça. Lorsque M. Rockefeller, au XIXe siècle, prétend gagner beaucoup d'argent, il le fait, il l'explicite comme ça, dans une logique de signe de sa réussite et de sa capacité à construire quelque chose dans la société française. Autrement dit, pour Rockefeller, l'argent n'est pas quelque chose d'odieux, n'est pas un symbole malsain. C'est tout simplement le signe de quelqu'un qui réussit dans la vie et qui accomplit quelque chose. Et qui va peut-être faire réussir aussi les autres. C'est aussi tout notre rapport à l'argent. Moi, je trouve on mélange des choses très différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, que les protestants aient un rapport à l'argent qui soit complètement différent d'une autre, je veux bien l'entendre. Mais qu'on dissocie finalement la réussite personnelle de cette espèce d'ambiance qu'il y a depuis une vingtaine, une trentaine d'années où aujourd'hui les entreprises sont tournées vers les actionnaires et non pas vers l'outil de travail, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est dégagé n'est dégagé que pour faire du pognon pour les actionnaires, plutôt que réinvestir dans l'outil de travail, réinvestir dans les salariés, et qu'à chaque fois on vous dit les salariés sont toujours trop chers. Mais non, je suis désolée, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Non, mais oui, c'est comme ça que ça se passe et vous le savez très bien. Non, je ne suis pas capable de le savoir aussi précisément que vous. Il y a un moment, aujourd'hui, on a des grands patrons qui sont effectivement tournés vers l'actionnariat et pas vers l'outil de travail. On est en train de dépecer tout l'outil industriel français. Au nom effectivement du fait qu'il y avait une insuffisante rentabilité pour l'actionnariat. Et moi je suis désolée. Et après vous dites finalement aux gens qui voient leur boulot détruit les uns après les autres, qui sont idiots et qui devraient se bouger le cul. Et c'est le président de la République lui-même qui leur dit ça. Donc il y a un moment, si vous voulez, moi je suis désolée. Et après vous venez dire que bordel c'est un peu familier comme mot. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qu'il leur dit. C'est ça qu'il leur dit. Bon. À vous écouter, on comprend très bien la spécificité française, d'abord cette haine du libéralisme qui crée de l'argent, qui crée de la richesse, cet égalitarisme à tout craint, en fait, c'est ça le fond du. Mais c'est pas l'argent pour l'argent, c'est vous qui dites ça, vous êtes dans la caricature. Et en plus, cet égalitarisme-là qui date effectivement, de mon point de vue, de la Révolution française et qui veut absolument qu'il n'y ait plus aucune différence que ce soit dans le domaine éducatif ou dans le domaine social ou etc. Et ce n'est pas tellement, je pense, la prégnance de la culture catholique qui explique ceci, parce que quand vous allez en Italie, par exemple, il me semble que les Italiens sont beaucoup plus ouverts à la réussite sociale. Il y a beaucoup moins de jalousie sociale. Là, on est vraiment dans l'envie perpétuelle en France, et c'est vraiment un travers mental, si je puis dire, que dénonce d'ailleurs très bien Pascal Bruckner, que vous citiez tout à l'heure. Il dénonce ceci, cette jalousie intrinsèque que nous avons et qui nous empêche de marcher dans le fond. Et moi, je pense que le fond du problème, c'est de sortir de cet égalitarisme que vous allez défendre, bien sûr, et qui structure toute une partie de la gauche et toute une partie même de la droite antilibérale. Or, naturellement, la richesse n'est pas... Vous avez dit de la richesse tout à l'heure qu'elle était immorale, que la riche était immorale. Mais en quoi est-ce que vous mettez de la morale là-dedans? Il n'y a pas de morale à gagner de l'argent. Enfin, qu'on puisse le redistribuer, on en est bien d'accord. Mais enfin, de gagner de l'argent n'est pas immoral. Donc on est vraiment dans un aspect très religieux, très émotif, qui est de mon point de vue irrationnel. Et le procès qui parfois est fait forcément à ce que vous représentez, entre guillemets, d'ailleurs au-delà de la France insoumise, c'est que vous êtes une intellectuelle, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait des études brillantes, mais qui vous poussent plus vers... J'ai déjà fait ça la dernière fois, mais bon.
Bah non, mais c'est gentil ce que je dis. Il y a un peu de flagornerie de temps en temps. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas dans l'entreprise, et j'entends parfois des chefs d'entreprise qui disent s'il n'y avait que des Mathilde Panot, bah, la société, elle avancerait pas beaucoup parce qu'il faut quand même aller au charbon. Non, mais je termine. Il faut quand même aller au charbon, il faut créer des entreprises, il faut créer des emplois, il faut faire vivre du monde. Effectivement, les patrons, bah, ils gagnent de l'argent. Oui, et ben si les Mathilde Panot, c'est-à-dire tous les associatifs n'existaient pas, et ben la société, elle en serait autrement à un niveau de violence. Mais je suis d'accord également. Mais l'un ne va pas sans l'autre. De voir les gens mais je suis d'accord. Qui ont vu. Non, parce que, enfin, on est d'accord en général, etc. Mais il faut regarder. Moi, je travaillais dans un quartier populaire où les gens gagnent 300, 400, 500, 87 euros par mois. Parce que c'est ça aussi, on parle d'un rapport à l'argent en général. Mais le rapport à l'argent, il est absolument différent selon où est-ce qu'on se place. Et il y a de plus en plus de gens qui sont dans un état, qui est indigne de notre société. Dans un état précaire, bien sûr. Parce que la France, c'est quoi? Nous, on l'a souvent dit pendant la campagne. C'est pas une couleur de peau, c'est pas une religion, c'est pas une langue, c'est pas... Non, c'est quoi? C'est un projet politique autour duquel on doit se retrouver, qui est notre devise. En fait, on a de la chance d'avoir une devise telle que la nôtre, qui est liberté, égalité, fraternité. Et le fait que les Français aspirent à l'égalité, qui n'est absolument pas la caricature qui a été faite sur le fait que tout le monde soit égal, etc. Non. Le fait, par contre, de dire que dans un pays aussi riche que le nôtre, eh ben, on a assez de richesses pour que tout le monde puisse vivre dignement, c'est-à-dire que nous, on a proposé une garantie dignité de 1 000 euros par mois. Eh bien ça, c'est tout à fait possible en partageant les richesses. Et l'absurdité du modèle en disant, oui, le libéralisme, etc., vous le critiquez, l'absurdité du modèle dans lequel on est, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans un moment où, oui, c'est la loi de l'argent qui prime toujours sur l'intérêt général, et on arrive dans une absurdité où 8 personnes dans le monde détiennent autant que 50% de la population mondiale. Mais, enfin, vous vous rendez bien compte que ça marche sur la tête? Et puis vous faites comme si avec qu'un patronat, en fait. C'est ça que je trouve dément. Non, mais moi je fais rien du tout. Non, mais si vous dites les patrons. On voit bien qu'en France, on a un maillage de PME qui se bat et qui est toujours soumis à tous les impôts, etc., etc. Et on a ces grosses boîtes qui font tout pour tout défiscaliser en permanence. Donc, moi, si vous voulez, moi j'ai aussi un problème avec ça. Par ailleurs, tout à l'heure, vous parliez d'Italie. Moi, quand je vois un pays où aujourd'hui on a une majorité de stagiaires qui ont plus de 45 ans, si c'est ça les réformes qu'on nous propose, je suis désolée, moi ça ne me donne pas envie du tout. Quoi. Je veux dire, c'est pas tout à fait notre débat. Parce que notre débat, ça revient au même. Parce que vous dites la haine de l'argent. C'est pas la haine de l'argent. On voudrait que l'argent, finalement, soit quand même pensé autrement et que la société, le but de la société ne soit pas toujours de faire de l'argent. Notre débat, il a une part de psychologie aussi, et que nous expliquait très bien François Mickey Marty, une différence entre les Américains et les Français, une manière de voir ceux qui, entre guillemets, font de l'argent et de les valoriser dans la société et peut-être d'encourager ce modèle-là, d'encourager ceux qui sont capables de faire vivre les autres en créant des entreprises, et qu'effectivement on souligne que les grands patrons, par exemple, sont montrés du doigt, c'est tout, et que ceux qui gagnent de l'argent sont montrés du doigt, sauf 2 catégories, curieusement d'ailleurs, les sportifs. Alors eux, ils échappent, ils ont le droit de gagner tout l'argent possible, je ne sais pas pourquoi, et les gens sont assez indulgents avec eux, et également les artistes. Donc c'est assez intéressant également de voir ce rapport à l'argent pour des sportifs et pour des artistes qui n'est pas le même que pour des grands patrons. Oui, et ça a des conséquences en plus qui sont très désastreuses pour la France elle-même, car que toute cette haine de l'argent, cette haine de la réussite, cette haine du riche en règle générale, conduit naturellement ces riches à quitter la France, bien sûr. Et l'ISF a été l'équivalent, ça n'a pas été dit par moi, mais je reprends cette image qui me semble assez juste, a été l'équivalent de la révocation de l'édit de Nantes. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de grands talents qui sont partis à l'étranger et qui ne reviendront pas. Qui ne reviendront pas parce qu'ils vous écoutent avec ces discours alarmistes et qui sont en train de dire qu'il faut pendre les riches. Et si quand on vous êtes riche... dit ça. Mais non, mais d'accord, là, oui, mais j'exagère. Oui, vous ne l'avez pas dit, mais est-ce que vous l'avez... Bravo, j'exagère. Est-ce que vous l'avez pensé? Mais non, on l'a pas pensé. D'ailleurs, tous les petits vieux, ils sont très contents. Vous voyez les Anglais, par exemple, de venir après dans le sud de la France parce que la santé, elle est gratuite en France. Et on a quand même plein de gens qui sont très contents parce que l'éducation nationale, elle est gratuite en France. Non, mais c'est ça aussi les services publics. C'est pour ça qu'on se bat et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un petit peu, effectivement, d'argent. Clément Viktorovitch qui ne parle pas, et quand Clément Viktorovitch ne parle pas, je suis un peu inquiet. Et d'ailleurs, on va rebondir après sur le président des riches, parce que la première chose, c'est très intéressant quand même, la couverture ce matin de Libération. Et on reçoit très souvent Laurent Geoffrin, engagé à gauche, forcément, Libération. Et comment, est-ce que j'emploie le mot caricaturé, et je ne sais pas s'il est le bon mot, mais comment Emmanuel Macron est-il présenté, je ne vais pas dire caricaturé, le fils caché de Sarkozy? Et la première chose, c'est le président des riches. Et sur Sarkozy, pendant 5 ans, qu'est-ce qu'on nous a dit, le Fouquet? Donc c'est une manière un peu réductrice de présenter également Nicolas Sarkozy. Non, mais vous pouvez en convenir. Non?
Non, Clément Viktorovitch. Je vais vous répondre juste après. Clément Viktorovitch. Non, mais simplement, sur ce débat, pour préciser peut-être la différence entre la France et les États-Unis. Vous dites, Pascal, aux États-Unis, il n'y a pas de problème avec les gens qui ont de l'argent. Je dis pas ça, c'est monsieur qui dit ça. Mais c'est très vrai, mais il moi. faut préciser aussi que les États-Unis, et ça vient en partie de là, ont un modèle social qui est très différent du nôtre. Et la sécurité sociale aux États-Unis est en partie assurée par la redistribution individuelle. C'est ce qui fait qu'aux États-Unis, par exemple, on donne beaucoup plus de pourboires qu'en France, parce qu'on considère qu'aux États-Unis, c'est normal, quand vous êtes un citoyen qui avait fait beaucoup d'argent, c'est normal vous-même de le redistribuer en donnant des pourboires, en faisant une fondation, en donnant des offres de charité. Quand en France, on considère que cette redistribution, elle passe beaucoup plus par l'impôt. C'est peut-être pour ça aussi que les riches sont vus différemment dans les deux pays. Non, et puis, vous disiez le côté psychologique, comment on Oui, voyait... tout à fait, c'est très important, le rapport à l'argent. Vous avez dit quelque chose qui est important pour moi sur lequel revenir. Vous avez dit ceux qui font vivre les autres. Oui. C'est ça que vous avez dit. Oui. Mais quand même... Il n'y a pas que, hein, mais Là, ils créent de la richesse. On voit si... Un pays peut s'arrêter si des salariés arrêtent de travailler. Donc, il ne faut pas différencier le patron qui fait vivre tout le monde et puis le salarié. Enfin, les salariés, c'est Non, quand Mathilde, même eux qui la font prise de marcher risque, c'est le patron. Non, là, faut être clair. bah. La prise de risque, non, là, le chef d'entreprise, il a sûrement beaucoup de défauts, mais il y a un moment, il est plus salarié, Bah oui, il mais- prend ses clics et ses claques, et il prend son risque. Bah oui. Et parce que à un moi, par moment, exemple, et à j'ai un jamais moment, fait. il a Moi, j'ai plus de toujours été. salariés, et ben il peut plus Non, mais- faire rien tourner. Non, Mathilde, mais je veux dire, ne soyez moi- pas dans une caricature ou dans l'autre. Non, mais c'est pas la même chose. chose. La prise de risque, c'est important. Moi, ça fait 30 ans que je travaille, je suis salarié, c'est tranquille. J'ai jamais pris le risque de monter une boîte. Donc celui qui prend un risque, bon, bah effectivement, il prend le risque. Oui, À un moment, il a plus de chômage. Non, mais c'est important. Moi, j'entends ce que disent les petits patrons. Non, et et même attendez, parfois les- je vous donne un chiffre juste C'est parce important, que c'est ça. important, parce qu'on parle souvent de la théorie du ruissellement. Vous savez, Oui. on donne aux riches qui vont redistribuer en dessous, et Oui. voilà. La preuve que cette théorie, bon, de toute façon, ne marche absolument C'est possible, pas et j'en sais rien, dysfonctionne d'ailleurs. absolument, C'est possible. c'est qu'entre 1983 et 2014, les 1% des plus riches ont capté 50% de la richesse créée aux États-Unis et 20% de la richesse créée en France. Donc vous voyez bien que c'est un processus d'accaparement, en fait. Bon, dernier mot et après on parle de la Française des Jeux parce qu'il nous reste 5 minutes et on veut gagner ce soir au loto quand même. D'argent. Oui. Il y a un sujet qui me semble très important. Je ne sais pas si je suis là pour raconter ma vie, mais enfin... Si, Bon, très on est tous là pour raconter la nôtre en Mais tout c'est cas. Très bien. Oui. J'ai créé une entreprise. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans ce pays, en France. On ne réfléchit jamais, on ne parle jamais de la manière dont on crée l'argent. Il y a une valeur ajoutée. L'argent, il ne tombe pas du ciel. Alors, vous dire, il faut le répartir, il ne faut pas le répartir, très bien. Enfin, il y a des entités, des entreprises, des gens qui créent de l'argent. Où apprend-on cela? Nulle part. Moi, je n'ai jamais entendu parler à l'école de l'idée de créer de l'argent. Je n'entends nulle part aborder ce thème-là, alors qu'il est fondamental. Si vous voulez faire de la redistribution, vous parlez des services publics, très bien. Enfin, il faut que ces services publics soient financés. Et l'argent, il est produit. Donc il y a une question essentielle, je ne comprends pas pourquoi c'est un trou noir, qui est la nécessité de créer de l'argent, c'est-à-dire de créer une valeur ajoutée. Bon, HD Pro, vous pouviez donner votre avis évidemment. C'est Eyes Will Open, je ne sais pas ce que vous allez dire. Les Français sont des jaloux, des envieux, ils aiment les pauvres et la pauvreté. Bon. Si tout le monde gagne la même chose, pourquoi entrepreneurs prendraient des risques et travailleraient 60 heures par semaine, dit Oriane P. Effectivement. On va parler avec vous et terminer cette émission qui était sur l'argent ce matin. Isabelle Césari, vous êtes responsable du service des grands gagnants. Bonjour Isabelle. Comment allez-vous? Est-ce que vous connaissez les numéros de ce soir? Est-ce que vous pouvez me dire l'actualité de demain? Ah bon, il y a des vrais. Moi j'ai l'impression que personne ne gagne jamais à la Française des Jeux, que c'est faux en fait, c'est un fantasme. Je suis sûr que les grands gagnants n'existent pas, c'est un truc que vous inventez. Personne n'a jamais vu un grand gagnant. Bah, moi j'en vois tous les jours. On a 200 grands gagnants par an qui gagnent plus d'1 million d'euros et on en a même presque un par jour à partir de 500 000 euros. Donc, ce soir c'est 190 millions d'euros. 190 Personne n'a jamais gagné autant d'argent en France, 190 millions d'euros. En France, non. Le plus gros gain, c'est 169 millions d'euros. Vous connaissez la personne qui a gagné 169 millions d'euros? Alors écoutez, elle fait partie de nos grands gagnants. Je ne la connais pas personnellement parce que je n'étais pas dans ce service. C'était en Normandie, je crois. Écoutez, on ne communique pas particulièrement sur les lieux de... Aujourd'hui, la première chose qu'on fait si on gagne 190 millions d'euros, c'est surtout ne pas le dire ni à Mathilde Panot, ni à personne. Parce que là, vous êtes mort. Si en France, vous dites que vous avez gagné 190 millions d'euros, les gens vont vous tuer.
Nous, on préserve l'anonymat de nos grands gagnants et on les accompagne d'ailleurs pour qu'ils puissent justement prendre ça en charge et qu'ils vivent très très bien ce gain. Est-ce qu'il y a un profil type du joueur? Alors, pas du gagnant. On a 26 millions de joueurs, donc nos gagnants sont représentatifs des 26 millions de joueurs et ça veut dire de la population française. Donc, mais tout le monde joue, par exemple, toutes les catégories sociales jouent ou les gens les plus défavorisés jouent plus, par exemple? Toutes les catégories sociales jouent. De manière représentative. Moi, parmi les gagnants, de ce que j'en sais, de ce que j'en vois tous les jours, on a des artisans, on a des retraités, on a des professeurs. Est-ce qu'on a des gens riches qui gagnent de l'argent? Bien sûr, ça peut arriver. Ça, c'est injuste. Franchement, c'est injuste si vous êtes riche et que vous gagnez 190 millions d'euros. C'est le jeu, comme vous dites. Quelle est la probabilité ce soir de gagner alors c'est 5 numéros plus les 2 étoiles. Ouais. Et en fait, il faut être fou pour jouer. Il faut être complètement fou parce que quelle est la probabilité? Alors on a une chance sur 140 millions de gagner, mais on a une chance sur 13 de gagner. Regardez, un homme rationnel, hein, et on est là en train d'en parler. Mais c'est une escroquerie votre truc. Si on disait, vous voyez, Mathilde Panot, il y a un truc qui va pas. Ce soir, ça va être combien la recette ce soir de la Française des Jeux? On a 190 millions qui sont mis en jeu. Mais ce qu'il faut savoir aussi... Combien de joueurs vont jouer? On a à peu près en France 6 millions de Donc 6 millions de gens. Donc il y a forcément des électeurs de la France insoumise dans les 6 millions. Forcément. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui vont jouer ce soir, ils ont une probabilité sur 140 millions de jouer, de gagner. Non, une chance sur 13 de gagner un lot. Une chance oui, mais un lot, ils vont gagner 2,50 €. Attendez, moi j'ai joué, j'ai gagné 2,50 €, on s'en fiche. Mais le gros lot, une probabilité sur 140 millions. Ce qui est très intéressant avec ce principe justement du jackpot, du super jackpot de 190 millions d'euros qui est plafonné, c'est que justement toutes les mises excédentaires sont redistribuées au rang 2. Ça veut dire que typiquement mardi, on a eu donc au rang 2 2 millionnaires, ce qui est assez rare. Donc c'est quand même plutôt... Eh ben moi je m'étonne que la France insoumise n'ait pas, mené une croisade pour interdire qu'une seule personne ait 190 millions d'euros. Je m'en étonne parce que un salaire maximum et une fiscalité dans notre programme qui est assez forte là-dessus. Oui, mais je trouve que vous devriez... C'est parfaitement immoral ça, pour le coup, parce que c'est le veau d'or. C'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent gagner 190 millions d'euros alors qu'ils n'ont aucune chance. En fait, c'est presque scandaleux dans une société, la Française des Jeux. Non mais Isabelle, vous vous rendez compte, vous dites aux gens, vous les incitez à jouer, vous faites une recette extraordinaire ce soir, et en fait, il y a une probabilité sur 140 millions. C'est une chance sur 140 millions, une chance sur 13 de gagner. Une chance sur 13 avec votre lot, là. De gagner un lot. Et alors, qui gagne? Ce sont des gens qui jouent toujours les mêmes numéros ou ils font confiance au flash? Alors, ça, c'est très variable. Il y a des adeptes du numéro fétiche. Ils ont leur numéro fétiche, ils n'en changent pas depuis 20-30 ans. Et puis, il y a ceux qui préfèrent s'en remettre totalement au hasard et qui choisissent le flash. Mais généralement, qui gagne? Il n'y a pas de probabilité là-dessus de savoir. Et est-ce qu'il faut jouer? Alors, on peut jouer aussi, plusieurs numéros, etc. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est le hasard complet? C'est le hasard complet. Ouais. Je ne sais pas si ma question est très claire d'ailleurs, ceux qui l'ont compris, mais ceux qui jouent à l'euro-million ont compris qu'on peut jouer par exemple 4 étoiles alors qu'il n'y en a que 2 qui sortent. Oui, tout à ça fait. s'appelle comment ça de... Bon. L'étoile plus, tout à fait. Oui. C'est intéressant parce que personne ne jouerait jamais au loto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Personne ne jouerait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand vous dites aux gens, mais pourquoi vous ne joueriez pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils vous répondent tous pareil. Mais parce que ça tombe jamais. Alors ça n'a absolument pas plus de chances que de tomber que vos 6 numéros fétiches. Bon, Isabelle, à demain matin, je vous appelle. Quoi, vous m'appelez si je gagne? C'est vous qui m'appelez si vous gagnez. Bon, je vais essayer de vous appeler alors. Merci, c'était un plaisir. Vous restez, Isabelle, avec nous? Oui, pour ou contre la viande? Oui, voilà. Pour ou contre la consommation de viande? Il semblerait que je reste. Le sondage, la question a été posée. Pour ou contre la consommation de viande? 64% des gens sont pour et 36% sont contre. Mathilde Panot, vous aimez la viande? Oui, mais modérément. Modérément. Il faut quand même sortir des protéines carnées. D'accord. Aller vers des protéines végétales. Eh ben, merci à tous et puis bon appétit. À tout de suite.